Sénégal, le scrutin présidentiel est prévu pour dimanche prochain. Une élection que l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade appelle à boycotter. Au Kenya, les homosexuels espèrent un jugement historique, celui de la décriminalisation de l'homosexualité dans le pays. Puis manifestation des représentants des syndicats professionnels au Brésil. Ils protestent contre la proposition de réforme des retraites du président. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Au Sénégal, la présidentielle se tiendra le dimanche prochain, un scrutin qui se déroulera probablement sur le Parti démocratique sénégalais de l'ex-président Abdoulaye Wade. Le parti n'a pas de candidat dans la course et l'ancien chef d'État n'a toujours pas donné son soutien à un candidat. Il appelle d'ailleurs au boycott de ce scrutin. Le point avec Tchèque Berté. Après 3 semaines de campagne à l'intérieur du pays, les candidats sont de retour à Dakar, la capitale. La ville représente un enjeu important. Elle concentre le plus grand nombre d'électeurs sénégalais. Mais ce qui a surtout marqué cette campagne, ce sont les appels au boycott permanent émis par l'ex-président Abdoulaye Wade. Il ne digère toujours pas l'invalidation de la candidature par le Conseil constitutionnel de son fils, Karim Wade. Nous décidons de nous attaquer au bureau de vote pour qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que nous estimons que si nous brûlons 50 ou 70% des bureaux de vote, nous serons obligés de recommencer l'élection dans d'autres conditions. La position de l'ex-président divise d'abord au sein même de sa propre formation politique, mais aussi dans la rue. C'était un peu exagéré de dire, parce que lui, il était président du Sénégal, il a organisé des élections, mais personne n'a demandé de brûler les cartes et saboter le scrutin. Je ne suis pas pour, je suis contre ça. Je vais voter le jour du scrutin et peut-être je vais voter contre le président Macky Sall, mais ça ne veut pas dire que je vais aller faire du scandale pour pouvoir contrer les élections. Cette présidentielle de dimanche prochain sera inédite. Ce sera la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que les deux partis historiques du pays, le PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade, mais aussi les partis socialistes des présidents Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf, n'auront pas de candidats dans la course. Direction de la République démocratique du Congo, un ex-candidat aux élections sénatoriales et proche collaborateur du président Félix Tshisekedi accuse des grands électeurs de monnayer leur voix en dollars. Voici les précisions. Après la présidentielle et les législatives du 30 décembre dernier, le cycle électoral se poursuit avec la désignation le mois prochain de 108 sénateurs et des gouverneurs dans 24 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces élections ont lieu au scrutin indirect. Les candidats font campagne auprès de grands électeurs de leur province, les 715 députés des assemblées provinciales élus en décembre au suffrage direct, plus de 65 chefs coutumiers cooptés. Mais ce qui est relativement inédit, c'est que des voix s'élèvent contre le trafic des suffrages. Les accusations qui font le plus de bruit viennent d'Adam Bombele et Vidiye Chimanga, deux proches du nouveau chef de l'État, tous à la tête d'un petit parti. J'étais candidat au sénatorial et il y a donc 6 de ces députés, de ces grands électeurs avec lesquels j'avais contact, j'avais pris langue, avait beaucoup échangé. En dernier ressort, ils m'ont demandé pour le moins cher 25 000 $, pour le plus offrant, enfin celui qui demandait le plus, 50 000 $. Et que ce prix ait été exorbitant ou minime, peu importe, c'est le fait de monnayer ce mandat qui lui a été donné par le peuple qui est scandaleux et inacceptable aujourd'hui. J'ai porté plainte. Contre combien de députés 4 dont j'ai des preuves. Afin d'arrêter le cercle vicieux de la corruption, certains proposent que les élections des gouverneurs et des sénateurs se fassent également au suffrage direct. Dans son discours d'investiture, le 24 janvier dernier, le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, avait qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays, ses institutions, et a promis une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique.
À quelques jours d'un jugement historique qui pourrait décriminaliser l'homosexualité au Kenya, des membres de la communauté gay et lesbienne et leur soutien pris pour une issue favorable. Ils se regroupent à la Cosmopolitan Affirming Church, un des rares endroits où les membres de la communauté gay kenyane peuvent échapper à l'hostilité de la société. Les images. La communauté des LGBT du Kenya pourrait connaître un tournant historique dans les tout prochains jours. Elle attend un jugement qui pourrait décriminaliser l'homosexualité dans le pays. En attendant d'être fixés sur le sort, nombreux sont les homosexuels qui se réfugient à la Cosmopolitan Affirming Church, un des rares endroits où les membres de la communauté gay kenyane peuvent échapper à l'hostilité de la société pour prier en vue d'une issue favorable. Les membres de la communauté lesbienne, gay, bi et trans ne peuvent pas profiter de leur liberté d'association qui est aussi inscrite dans la Déclaration des droits. On a peur du chantage, de l'extorsion, de la violence et même du viol. You can also fear rape. Une section du Code pénal kenyan prévoit que quiconque a une connaissance charnelle contre l'ordre naturel peut être emprisonné pour 14 ans, tandis qu'une autre prévoit 5 ans de prison pour les pratiques indécentes entre hommes. En 2014, un rapport gouvernemental visant à apaiser les voix les plus anti-gays au Parlement évoquait 600 poursuites menées en 3 ans, mais d'aucuns estiment que 70% de ces affaires n'avait rien à voir avec l'homosexualité et concernait des viols d'enfants, des cas de zoophilie, voire des infractions au code de la route. Ce journal se poursuit. Attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. D'après des miliciens engagés dans le conflit aux côtés de l'armée, au moins 14 coupeurs de bois y ont été tués. Voici les précisions. Des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction du leader historique Abubakar Shekau ont attaqué lundi un groupe de civils partis ramasser du bois de chauffe dans la forêt de Kochebe, à une dizaine de kilomètres de la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri. 14 corps au total ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque et 4 autres personnes étaient toujours portées disparues et présumées mortes. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse, les accusant de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. En janvier, 4 paysans avaient ainsi été tués près de Molai, à 5 km de Maïdougouri, alors qu'ils travaillaient dans leurs champs. La situation dans le nord-est du pays est alarmante. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois avec des dizaines, voire des centaines de soldats tués par le groupe djihadiste. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis 2009, alors que 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Et parlant toujours de cette attaque au Nigeria, les habitants du district de Djéré, dans le nord-est du pays, pleurent les victimes. On les suit. Celui qui a été blessé est mort également. Dans la soirée, ils sont retournés dans la brousse pour rechercher des personnes restantes, car une trentaine d'entre elles se sont rendues à la ferme et ils ont retrouvé 6 corps. Jusqu'à présent, nous sommes à la recherche d'une 14e personne. Nous ne l'avons pas vue et nous ne savons pas si elle est morte ou vivante. C'est le manque de besoins fondamentaux qui nous a fait sortir de notre quartier. Et il devait se battre pour nous ramener à manger. Et malgré les problèmes, il n'avait pas arrêté son éducation. Il continuait de se battre jusqu'à ce triste incident. Ils sont venus et ont commencé à tirer dès qu'ils nous ont vus. Alors on a fait semblant d'être morts. Quand on a vu qu'ils étaient loin, nous avons sauté de la voiture. Exécution ce mercredi par pendaison de 9 hommes au Caire. Ils étaient condamnés pour l'assassinat du procureur général égyptien en 2015. La Cour de cassation avait confirmé le 25 novembre 2018 des condamnations à mort contre ces 9 personnes pour l'assassinat de Hicham Barakat.
Le plus haut magistrat du parquet égyptien a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi dans la capitale égyptienne en 2015. Mardi, plusieurs organisations de défense des droits humains avaient appelé les autorités à renoncer à ces exécutions. Selon Amnesty International, exécuter des prisonniers ou condamner des personnes sur la base d'aveux extorqués sous la torture ne constitue pas une justice. Sans compter les 9 exécutions de mercredi, Amnesty soulignait qu'au moins 6 personnes ont déjà été mises à mort en Égypte en 2019 après des procès entachés d'allégations de torture. L'attaque contre le procureur général qui avait choqué l'Égypte n'avait pas été revendiquée, mais la police avait par la suite annoncé avoir arrêté des membres des Frères musulmans, une organisation classée terroriste par le Caire. La manière dont se sont déroulés certains de ces procès a été critiquée par l'ONU et des organisations de défense des droits humains. Dans l'affaire de l'assassinat du procureur général, un tribunal de première instance avait prononcé en 2017 la peine capitale contre 28 personnes. Au Brésil, des représentants des syndicats professionnels ont pris part à une manifestation dans le centre historique de Sao Paulo. Ils manifestent contre la proposition de réforme des retraites de l'administration du président Jair Bolsonaro. Voici les images. Le président brésilien Jair Bolsonaro a présenté ce mercredi au Congrès un projet de réforme des retraites qui, selon lui, ferait économiser plus de 275 milliards d'euros au pays sur 10 ans et dont l'approbation est fondamentale pour l'avenir de son mandat. Ce projet impopulaire signerait la fin d'un système de retraite particulièrement généreux dans un pays vieillissant de 210 millions d'habitants. Mais alors que le président Jair Bolsonaro présentait le dit projet, un millier de personnes manifestaient à Sao Paulo à l'appel des principaux syndicats qui dénoncent la fin du système des retraites au Brésil. S'il le faut, nous ferons cette réforme, mais nous devons d'abord faire un audit des dettes publiques qui ont été creusées par les banques, les grands hommes d'affaires qui font tout contre la protection sociale de notre pays. Une proposition que nous faisons à la centrale syndicale populaire Conlutas est de cesser de payer la dette publique aux banquiers qui consomment tout l'argent qui devrait être investi dans les politiques publiques de notre pays, ce qui n'est malheureusement pas fait. Comme l'avait déjà annoncé le gouvernement, la principale nouveauté du test est l'âge minimum de départ à la retraite, 62 ans pour les femmes et 65 pour les hommes, à l'issue d'une période de transition de 12 ans. Le système actuel ne prévoit pas d'âge minimum. La durée de cotisation minimale a été par ailleurs relevée à 20 ans au lieu de 15 ans actuellement. Mais il faudra cotiser 40 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Pour être mise en application, la réforme doit être approuvée par les 3/5 des députés comme les sénateurs, car elle requiert un amendement constitutionnel. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.